Cet épisode fait partie de mon podcast Challenge Estival 2023, un challenge avec un épisode par jour pendant 31 jours où on parle de site internet, de WordPress, d'Elementor, d'entrepreneuriat, mais également d'outils, d'intelligence artificielle et même d'automatisation. Bon, j'espère que tu es prête avec les pieds dans l'eau parce que je vais lancer maintenant le générique. Bonne écoute! Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Café. Aujourd'hui, je vais m'adresser en particulier aux entrepreneurs et aux entrepreneuses qui travaillent en ligne et qui souhaitent améliorer leur stratégie de Customer Care pour mieux fidéliser tes clients. Tu le sais probablement déjà, mais fidéliser les clients, c'est un des piliers essentiels pour toute entreprise, qu'elle soit physique ou pas, pour assurer sa croissance et son bon développement. Dans cet épisode, du coup, je te propose de voir des points ou des astuces à mettre en place pour créer une bonne expérience client qui va faire en sorte que tes clients reviennent ou alors qu'ils parlent de ton entreprise autour d'eux et du coup, forcément, pour que ça augmente tes ventes. J'ai découpé cet épisode en 4 parties et la première partie c'est tout simplement d'offrir une expérience client exceptionnelle. C'est l'une des meilleures façons de toute façon pour fidéliser tes clients en leur offrant tout simplement une expérience personnalisée et mémorable et ça en 3 points. Le premier point c'est tout simplement être rapide, convivial et disponible. Tu réponds rapidement aux questions, que ce soit par email, en chat ou sur les réseaux. Tu as tes canaux de communication qui sont visibles. Ton site internet, il est simple, rapide. Voilà. Alors, bien sûr, il faut mettre des barrières, il faut mettre des barrages, des frontières, j'ai pas le mot mais c'est pas grave. Bien sûr qu'il faut répondre rapidement, qu'il faut toujours proposer une solution au client, il faut toujours être disponible, ok, mais il faut faire attention à ne pas se laisser envahir. Définis-toi tout simplement des horaires de travail entre guillemets, de quand tu commences et de quand tu termines, histoire de ne pas empiéter sur ton temps personnel. Franchement, c'est super rapide de voir que quelqu'un t'a envoyé un message sur Instagram ou te pose une question par mail à 23h quand, je sais pas, tu traînes sur les réseaux ou tu checkes ta boîte mail et puis du coup tu commences à y répondre à 23h minuit. Alors des fois il y a des clients qui sont et des clientes qui sont vraiment très sympathiques et donc du coup bah voilà c'est vraiment la seule fois où ils vont faire ça, mais il y en a certains, ils vont prendre le pli que tu leur répondes comme ça à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment de la semaine et à n'importe quel moment de la journée, et le jour où tu seras pas disponible, le jour où tu voudras faire un break, ou le jour où tout simplement tu n'auras pas envie de répondre pendant tes week-ends, ben il y en a certains qui vont pas comprendre. Alors, après, il faut faire la part des choses entre un client qui envoie un message le week-end et qui attend bien sûr la semaine pour que tu répondes et le client qui t'envoie un message le week-end et qui veut vraiment que tu répondes le week-end. À titre personnel, j'ai tendance vraiment à envoyer des messages à des supports auprès des prestataires le week-end et le soir parce que j'ai pas envie d'oublier. Alors, quand c'est par mail, je peux programmer l'email, donc c'est pas un problème. Mais par exemple, quand c'est contacter des gens sur Instagram ou sur un support, je peux pas le programmer. Donc bien souvent, ben voilà, si j'y pense et qu'il est 23h, j'envoie mon message et puis j'attends patiemment que le week-end on me réponde. Mais il y en a certains qui comprennent pas que le week-end c'est fait pour se reposer et que tout le monde a le droit à un week-end et ils vont commencer à te harceler, à t'envoyer un email et puis ensuite à t'envoyer un message sur Instagram et encore si tu leur as pas donné ton numéro WhatsApp ou ton numéro de téléphone, c'est bien parce que sinon il y en a même certains qui vont jusqu'à t'appeler, t'envoyer des SMS, etc., etc. Donc n'hésite pas à mettre une ligne rouge, à poser des limites.
au niveau de ta disponibilité et de ta rapidité à répondre. Bien sûr, si jamais tu penses que voilà, tu vas mettre plus ou moins de temps pour répondre, tu peux tout simplement, surtout par mail, mettre une réponse automatique. Quand quelqu'un va t'envoyer un message, il va recevoir un mail disant que voilà, tu as bien enregistré son mail et que tu réponds dans 24-48 heures maximum. Déjà, la personne, elle sait que le mail, il est arrivé et il a à peu près un ordre d'idée de délai de réponse. Deuxième point pour offrir une bonne expérience client, c'est tout simplement gérer les plaintes et les problèmes. Il faut traiter les problèmes et les plaintes avec empathie et professionnalisme. C'est pas forcément quelque chose de très évident, mais voilà, il faut savoir régler les problèmes rapidement et proposer des solutions appropriées. Des fois, tu vas avoir des clients qui vont être mécontents, surtout si tu vends des produits digitaux. Des clients qui vont être mécontents, mais qui vont, être raisonnables, où tu vas par exemple leur proposer un remboursement partiel, ou par exemple tu vas leur proposer un code de réduction, imaginons si tu as une boutique en ligne, bref. Et t'en as d'autres qui sont un petit peu plus relous, un petit peu plus pénibles, un petit peu plus chiants, hein, voilà, très clairement, où ils vont essayer de chercher la petite bête. Combien de fois sur des serveurs Discord et dans des forums pour freelance, j'ai vu des freelances qui vendaient des formations où la personne, elle a acheté la formation, enfin le client a acheté la formation, il a consommé le 3/4 de la formation en, 3 jours, et il souhaite un remboursement. Et la personne, l'entrepreneur, il est un peu désespéré parce que d'un côté, même si en 3 jours c'est impossible, il a quand même consommé pas mal de contenu, il a peut-être téléchargé des ressources, voilà. Donc n'hésite surtout pas à, là aussi, mettre les points sur les i, tu peux faire un truc assez pratique, c'est de faire un document pour toi sur un peu le process de comment gérer une plainte. Si la personne elle veut un remboursement, est-ce qu'elle coche le premier cas, le deuxième cas, le troisième cas, le quatrième cas? Si elle coche les différents cas, alors oui, elle peut avoir un remboursement. Est-ce que c'est un remboursement complet ou partiel? Et si elle ne coche aucune case, elle a droit à 0 remboursement. Il faut savoir que quand tu es indépendant, quand tu es une entreprise, tu as le droit de refuser le remboursement à un client. C'est dans la loi. Alors, certes, il y a plein de choses au niveau des remboursements clients, le remboursement au bout de 14 jours, etc., etc. Par exemple, si tu vends des templates Notion ou des templates Elementor ou des templates Showit ou des templates Canva, bref, si tu vends un template, sache qu'il, normalement, d'après la loi, tu n'es pas obligé de proposer un remboursement parce que sinon ça serait trop facile. La personne, elle achète ton template, elle le télécharge et puis elle demande un remboursement. Ça serait beaucoup trop facile. Sur certaines plateformes, je pense notamment à WooCommerce, quand tu vends des produits digitaux, je l'avais vu, tu as la possibilité de voir si la personne, elle a ou pas téléchargé le produit digital. Donc, tu pourrais très bien mettre dans tes CGV que, comme c'est un produit digital et qu'il est disponible immédiatement après l'achat, tu ne proposes aucune annulation et aucun remboursement possible. Et puis, tu peux toujours traiter au cas par cas quelqu'un qui t'a acheté le template et qui s'est trompé, ou quelqu'un qui a acheté le template et qui finalement n'en veut plus, ou tu vérifies qu'il a qu'il n'a pas justement téléchargé. Là, tu pourrais dire, ok, étant donné que vous n'avez pas téléchargé, je peux potentiellement vous le rembourser. N'hésite pas à mettre toutes tes conditions de remboursement, tes conditions d'annulation dans tes conditions générales de vente. C'est ce qui va permettre, entre guillemets, de te protéger un minimum dans ce genre de choses. Il peut y avoir aussi d'autres plaintes autres que le remboursement et l'annulation, même si ce sont en général les principales choses. Tu peux avoir des plaintes au niveau de tes contenus, quelqu'un qui n'a pas forcément apprécié ton contenu ou qui pense que ton contenu n'est pas forcément adapté. Bref, j'ai pas trop d'autres exemples, mais voilà, il faut rester professionnel et avoir de l'empathie. Il faut surtout pas monter dans le quart de tour. Si jamais tu sens que ça commence à chauffer, tu vois le message de la personne, t'as envie de l'étrangler sur place, attends peut-être 1 ou 2 jours pour lui répondre un peu plus calme. Je pense que quand il y a un problème, ça sert à rien de s'énerver, même si on aimerait répondre directement. Il faut apprendre à souffler, il faut apprendre à faire du recul.
C'est aussi une marque de professionnalisme, hein, d'ailleurs, quand tu reçois des messages un petit peu salés, si je puis dire comme ça, et que tu restes relativement professionnel, tu t'énerves pas, voilà, t'es pas emporté par le flot d'émotions, tu restes relativement, t'as la tête froide, quoi. C'est relativement une marque de professionnalisme, et en général, ça se passe mieux que si tu rentrais dans le client, quoi. Si le client, il t'embête un peu et que tu lui rentres dedans, ça peut vite partir en cacahuète. Et enfin, troisième point pour offrir une bonne expérience client, c'est utiliser tes canaux de communication. Alors ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les mails, etc. Fais en sorte de répondre à un maximum aux commentaires, aux messages privés, aux mentions. En fait, c'est un petit peu c'est un petit peu le premier point, hein, mais plus sur plus sur les réseaux sociaux. N'hésite pas, par exemple, pourquoi pas, à faire du contenu un petit peu tutoriel. Imaginons que tu es une entreprise de logiciels en ligne. Certes, tu réponds aux clients sur Twitter, mais tu pourrais très bien faire une sorte de blog avec des tips, des astuces, des tutoriels pour essayer d'aider les gens à utiliser ton logiciel, par exemple. Deuxième partie, c'est tout simplement construire une relation de confiance. Dans le monde en ligne, la confiance est un élément essentiel pour fidéliser tes clients. Pourquoi ? Parce que on n'a pas inventé l'eau chaude. Ton métier, mon métier, le métier de la voisine, ce sont des métiers que beaucoup de gens ont finalement, et heureusement. Je l'ai déjà dit dans un précédent article de blog, mais si tu te lances dans un domaine ou dans un métier où tu as zéro concurrence, ça peut être un indicateur pour dire que voilà, ça n'intéresse personne. Le fait qu'il y ait quand même pas mal de concurrents dans ton domaine, c'est quand même relativement mieux, parce que ça veut dire qu'il y a de la demande. Quand quelqu'un va faire appel à toi, surtout quand tu es indépendant à ton compte, les gens vont faire principalement affaire avec toi parce que tu as l'air de bonne confiance, parce que tu montres ton expertise, parce que tu as eu des témoignages et des recommandations. Donc ça va être principalement ça qui va faire en sorte que les gens vont travailler avec toi. Le premier point, c'est bien sûr d'avoir suffisamment d'écoute. Quand tu vas interagir avec tes clients, que ce soit par email, téléphone ou chat en direct, il faut que tu sois attentif à ce qu'ils vont te dire, à leurs commentaires, leurs préoccupations, leurs suggestions. Ça va être très important d'essayer de comprendre le client et surtout de le laisser parler. Tu peux poser des questions à ton client, tu peux essayer de le sonder en posant des questions basiques, le budget, son projet, etc. Mais laisse le client parler. Ce que je fais dans mes appels découvertes, dans les premiers rendez-vous clients finalement, j'arrive, je dis bienvenue, je me présente, on fait un petit peu connaissance pendant 1 minute ou 2, et ensuite, en général, je demande au client de m'expliquer son projet, comme s'il n'avait pas répondu à mon questionnaire, à mon formulaire, parce que pour prendre rendez-vous avec moi, il faut répondre à un formulaire pour me détailler un petit peu le projet, histoire que j'ai de la matière pour le rendez-vous, et je lui demande de me réexpliquer avec ses mots son projet, pourquoi est-ce qu'il s'est lancé, c'est quoi son but et c'est quoi ses objectifs. Et en fait, je me rends compte dans 80% des cas que le fait de demander ça, je vais avoir des informations supplémentaires que la personne ne m'a pas mis dans mon formulaire. Je vais avoir des informations aussi au niveau de sa personnalité, au niveau de ses attentes. Je vais apprendre à le connaître un petit peu plus au niveau du mental. Et tout ça, ça va me permettre du coup de cerner la personne, de lui proposer, d'apprendre à le connaître finalement. Et le fait d'apprendre à connaître un client, surtout quand tu fais des métiers, on va dire, graphiste, web designer, rédacteur surtout, copywriter, etc. C'est quand même vachement important parce que le but de notre métier, c'est de faire en sorte, certes, de mener à bien un projet, de création d'identité visuelle, de site internet ou autre, mais surtout de transcrire dans ce projet-là la personnalité du client.
Deuxième point, c'est tout simplement la personnalisation de l'expérience. Là encore, tu peux utiliser les données clients pour offrir une expérience un petit peu sur mesure. Par exemple, quand tu fais des produits digitaux, dès que quelqu'un achète, je sais pas, ton template Notion A, il va avoir une séquence d'emails pour lui souhaiter la bienvenue, pour lui donner des conseils supplémentaires, pour lui proposer des études de cas, pour lui expliquer un petit peu comment le prendre en main, et enfin pour lui proposer de partager son avis auprès d'un formulaire ou sur ta page Google. Pour de la prestation de service, ce que tu pourrais faire, c'est tout simplement pour les... Si c'est un client, voilà, si c'est un projet client qui est un peu plus important. Après, si tu le fais aussi pour les petits projets clients, ça marche aussi. Mais tu pourrais très bien envoyer une sorte de colis de remerciements à tes clients avec des petits cadeaux plutôt sympathiques. Personnellement, je le fais pas, je le fais uniquement pour les gros projets clients, c'est-à-dire les projets clients qui durent très longtemps. Ce que je fais en général, c'est je le fais particulièrement pour les abonnements de gestion en fin d'année et début d'année. Alors c'est souvent plus pour le début d'année, mais j'en profite également pour fêter Noël. J'envoie une petite carte de remerciement d'avoir travaillé à l'année, et puis je souhaite la bonne année, hein, tout simplement la nouvelle année. Des fois, ça m'arrive d'envoyer des petits colis. L'autre fois, je sais plus, j'étais dans un centre commercial. Je suis allée chez Emma et j'ai vu un stylo et un calepin. Et puis ensuite, j'ai vu des petits trucs et j'ai tout de suite pensé à une de mes clientes en abonnement de gestion. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté et je lui ai fait un petit colis et ensuite je lui ai envoyé. Donc voilà, donc c'est des petits cadeaux plutôt sympathiques à faire. Alors soit tu fais des cadeaux, c'est-à-dire sur mesure, vraiment tu vas te promener dans un centre commercial et tu prends des petites choses, soit sinon ce que tu peux faire, c'est tout simplement acheter en entre guillemets grande quantité des choses. Par exemple, tu peux faire des stylos personnalisés, des tasses personnalisées, tu peux faire je sais pas, des cartes personnalisées que tu vas acheter par exemple en x10, et puis comme ça tu auras déjà tout chez toi, et dès qu'un projet client est fini, hop, tu fais le colis avec en prenant je sais pas, une carte, une tasse, un stylo, et tu l'envoies auprès du client. Je pense que voilà, c'est des petites intentions et je trouve ça très très sympathique. Ça m'est arrivé par exemple pour la formation Legal Process de Sarah, de Madame la juriste, où quand on a été quand on s'est inscrite à la formation, on a reçu un petit colis avec une petite peluche, des chocolats, une petite carte, et franchement je trouvais ça vraiment beaucoup trop mignon, et voilà quoi, et ça m'a fait super plaisir. Donc n'hésite pas à penser à offrir une petite carte, un petit cadeau, etc., pour tes projets clients. Et enfin, troisième point, c'est tout simplement d'utiliser les enquêtes de satisfaction et les sondages. N'hésite pas à, une fois que la prestation elle est terminée, à demander à ton client de répondre à un questionnaire. Dedans, tu peux mettre des questions directes pour mieux comprendre ce qu'ils apprécient dans votre offre et ce qu'ils pensent qu'il faudrait être amélioré. Par exemple, si je prends un exemple par rapport à moi, ça serait au niveau des abonnements de gestion, que penses-tu de ma réactivité et de ma disponibilité? Donc là, soit je fais un questionnaire à choix multiples, bien, pas bien, peut s'améliorer, soit sinon je mets sous forme d'étoiles, sur 5 étoiles, où est-ce que je serais au niveau rapidité et disponibilité. Tu peux aussi également demander, dans ma formation, enfin j'ai vu que tu avais pris ma formation, quel est le chapitre que tu as le plus préféré, est-ce que tu préfères du coup les vidéos, est-ce que tu aurais voulu plus de ressources, etc. Et surtout, une fois que tu as fini ton petit sondage, alors fais attention à ce qu'il soit quand même assez court, avec des questions relativement fermées. Et à la fin tu peux dire j'aimerais avoir ton avis, n'hésite pas à me laisser un petit mot, et là les gens pourraient vraiment mettre leur avis. Tu pourrais mettre cet avis du coup sur ton site internet par exemple. Tu peux également sur les formulaires par exemple Google, Teli ou Typeform, proposer à la personne qu'elle fasse une vidéo pour mettre son avis tout simplement en vidéo. Ça peut aussi être une bonne solution. Alors quel est le rapport entre une enquête de satisfaction et le fait d'avoir un customer care? C'est que la personne, du coup, elle va pouvoir mettre son avis.
Enfin, le client va pouvoir mettre son avis et j'avoue qu'en tant que client, avoir des enquêtes de satisfaction et des sondages qui sont bien faits, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce qu'on me donne la parole, on me donne le choix de dire ce que j'en ai pensé. Et mon avis, en tout cas, dans l'optique où c'est une bonne entreprise, sera pris en compte. C'est-à-dire que si tu fais un sondage et que je sais pas, la personne dans les choses à améliorer elle dit bah voilà, ça serait bien d'améliorer je sais pas le nombre de ressources disponibles, bah, peut-être que dans la V2 de ta formation tu mettras plus de ressources. Comme la personne elle aura accès à la V2, bah, elle se sentira écoutée, elle dira bah voilà, quand on lui fait des commentaires vraiment on est pris en compte, c'est pas juste des commentaires pour faire joli. Et donc ça peut également faire en sorte que tes clients soient un petit peu plus fidèles, ils soient vraiment contents de travailler avec toi finalement. Dernier point, c'est tout simplement communiquer efficacement. La communication, c'est une des clés pour entretenir une relation solide avec tes clients. Tu peux utiliser pas mal de canaux pour ça, notamment les newsletters et les emails pour avoir un contact régulier avec eux. En 3 points, c'est premier point, avoir un suivi après la vente. Il faut pas laisser la relation client se terminer après l'achat. N'hésite pas à envoyer des emails de remerciement ou des emails de suivi pour montrer que tu as apprécié la collaboration. C'est par exemple envoyer un email peut-être au bout de 3 à 6 mois pour savoir si la personne elle utilise bien les templates, si elle utilise bien son site, si tout va bien de son côté. Tu peux également envoyer des emails si tu travailles avec des clients assez régulièrement quand il y a des grosses modifications. Par exemple, j'ai une cliente avec qui je travaille depuis maintenant quelques années. Elle nous fait, on travaille en mode mission ponctuelle, donc de temps en temps, hop, elle fait appel à moi. Ben, quand ODeSwitch ou quand Elementor, ils ont augmenté leurs tarifs, je lui ai envoyé un mail pour savoir comment elle allait et si tout allait bien, et je lui ai prévenu, en fait, tout simplement que ODeSwitch et Elementor allaient augmenter, et je lui ai donné les liens pour qu'elle puisse aller voir elle-même si jamais elle n'avait pas eu le temps. Donc ça aussi, ça compte. Tu peux, deuxième point, également offrir du contenu utile. Donc tu peux envoyer des newsletters, tu peux proposer des articles de blog, bref, tu peux continuer en fait à faire de la création de contenu pour les clients après-vente. Tu peux avoir plusieurs types de contenu, c'est-à-dire un premier contenu pour les gens qui ne sont pas encore dans ton tunnel de vente. Donc ça va être principalement des contenus pour essayer, soit de les faire inscrire à un lead magnet, soit pour les faire travailler avec toi. Tu peux faire des contenus pour les gens qui travaillent déjà avec toi, donc ça va être des contenus un petit peu plus spécifiques. Et enfin, tu peux terminer par, de temps en temps, faire un contenu pour les gens qui seraient déjà passés dans ton tunnel de vente, qui ont déjà travaillé avec toi, par exemple pour aller plus loin. Ça peut être du contenu audio, ça peut être du contenu vidéo, ça peut être des articles de blog, bref, à toi de voir. Personnellement, je fais beaucoup de contenu pour les gens qui ne sont pas encore entrés dans mon tunnel de vente, et je fais pas mal de contenu pour les gens après. Je fais peu de contenu pour les gens qui sont au milieu de mon tunnel de vente finalement, je me rends compte. Alors c'est peut-être une erreur de ma part. J'ai pas encore réussi j'apprends au fur et à mesure à faire du contenu qui soit bien. Dis-toi qu'en offrant une expérience client vraiment du tonnerre, exceptionnelle, et surtout en construisant une relation de confiance, tu vas bâtir une base client fidèle. Pourquoi ? Parce qu'ils vont devenir un petit peu tes ambassadeurs. Ils vont parler de toi un petit peu partout. Et le bouche à oreille, crois-moi, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. La plupart des clientes que j'ai actuellement, c'est aux 3/4 du temps, c'est que du bouche à oreille. C'est des clientes qui viennent de la part d'autres clientes ou qui viennent de la part de d'autres clients de d'autres clientes. Et c'est vraiment quelque chose de très puissant, le bouche à oreille. Il y a 2 fois plus de chances qu'un client signe avec toi parce que quelqu'un t'a recommandé plutôt que s'il t'avait découvert comme ça sur les réseaux sociaux. Alors attention, le bouche-oreille, ça peut être aussi à double tranchant.
Si tu as des clients un petit peu relous, voilà, potentiellement ils vont t'envoyer des clients qui sont aussi un petit peu relous. Donc fais extrêmement attention avec ça. Ce que tu peux faire, alors c'est pas obligatoire, tu peux mettre en place des partenariats pour faire de l'affiliation. Alors je n'ai plus... Comment ça s'appelle ? Ah, apporteur d'affaires, voilà, je cherchais le mot. Faire des contrats d'apporteur d'affaires avec tes anciens clients. Ou, par exemple, client A, il va te recommander client B. Et si tu signes le devis avec client B, tu vas reverser une partie, un pourcentage du montant du devis, en fait, de ton CA de cette prestation au client A. Alors, ça peut être un moyen de récompenser tes clients pour le partage, pour le fait de faire du bouche à oreille. Attention aussi à ce que ça ne devienne pas non plus quelque chose de mal perçu. Il y a certains clients qui vont faire exprès de t'envoyer régulièrement des clients, sans forcément t'envoyer des clients qui seraient, qui serait compatible avec ce que tu fais, par exemple. Ça m'est déjà arrivé qu'on m'envoie des clients ou pour faire des sites internet où c'est pas du tout un domaine qui m'attire, quoi. Et du coup, je me suis aperçue que voilà, les contrats d'apport d'affaires, ça peut être bien parce que du coup, le fait de rémunérer des gens pour te donner des clients, bah, ça t'apporte forcément des ventes. Tu peux également, par exemple, mettre en place un autre système. C'est tout simplement, si client A te recommande client B, alors tu peux faire une petite réduction à client B ou à client A si client A fait appel à toi la prochaine fois. Voilà, c'est des petites choses à mettre en place dans la prestation de service qui peut être relativement intéressante. Au niveau des produits digitaux et des formations en ligne, c'est de l'affiliation principalement. C'est client A qui va recommander client B et là il va avoir un pourcentage sur la vente. Moi-même j'en fais pour certaines formations, notamment pour les formations de Justine Arma, donc pour la formation MOVA pour créer son podcast et puis la formation Réveille ton biz pour restructurer son entreprise. Voilà, donc tu as plusieurs façons de remercier les clients qui t'apportent d'autres clients au fur et à mesure, mais crois-moi, le bouche à oreille, c'est franchement quelque chose de très 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 important. Voilà, c'est la fin de cet épisode pour aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura plu. J'espère que mes petits points et mes petites astuces t'auront donné des idées et t'auront donné tout simplement envie de mettre en place une stratégie pour fidéliser tes prochains clients ou tes prochaines clientes dans ton entreprise. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et on se retrouve demain pour l'épisode 27 du Challenge Podcast Estival 2023. Salut, salut! Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains? Alors abonne-toi à la pause café sur la plateforme de ton choix. Et si la pause café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec @CamilleDavidP15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut, salut!